toutes et à tous, des passages nuageux favoriseront localement de faibles pluies sur le littoral et à l'ouest du pays au cours de la matinée. Des nuages en dissipation sur la partie nord pourraient laisser de faibles pluies qu'on retrouvera sur les régions du nord. Le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux. Pour les valeurs de la matinée, on note 26 degrés de Pic à Abidjan, 25 à Adiaké, 24 à Bondoukou, 23 à Boaké, 25 à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, Gagnoa et Korogo, 23 à Man et à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, Sassandra, Tabou et à Yamoussoukro. Les régions du nord et de la bande centrale seront plus instables. Cette instabilité entraînera la formation de cellules orageuses suivies d'averses de pluie, notamment sur les régions du nord-ouest et de l'est. Ces orages avec pluie pourraient affecter le centre en fin de période. Un temps nuageux à couvert sera observé sur les régions du sud forestier et sur le littoral avec par moments des pluies faibles à modérées, mais les orages isolés. Pour les températures de l'après-midi, on a 30 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Daloa et Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 à Korogo, 32 degrés à Man, 34 à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée sur la RTI et surtout, n'oubliez pas de garder une distance d'1 mètre entre vous et les autres. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Démarrons par le Conseil des ministres qui a eu lieu hier et les sujets abordés, dont la dérogation aux dispositions du Code des marchés publics et la situation des opérations de passation des marchés publics, les résultats de l'évaluation nationale des risques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et la mise en œuvre du plan de riposte contre la maladie à coronavirus. Sur ce dernier point, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le taux de guérison en Côte d'Ivoire est de 45%, supérieur à la moyenne africaine qui tourne autour de 30,5%. Sidi Tiemoko Touré a également relevé le taux de létalité qui est d'environ 1,18% pour les 18 décès. Ahmed Bakayoko échange avec les acteurs du secteur privé en Côte d'Ivoire, ce dans le cadre de l'intérim du Premier ministre qu'il assure. La rencontre a porté sur la problématique de la préservation de l'emploi dans le contexte difficile lié à la pandémie du Covid-19. Il faut le rappeler, à ce jour, quelques 25 000 emplois sont menacés et les chiffres risquent de s'alourdir si rien n'est fait. Les discussions qui ont commencé hier se poursuivront ultérieurement afin de convenir des mesures essentielles prises par le gouvernement et le secteur privé. 52 nouvelles personnes ont été déclarées positives au Covid-19 hier, mercredi, en Côte d'Ivoire. Le nombre de cas positifs est donc porté à 1516. Le pays enregistre 20 nouveaux guéris et aucun décès. Regardons. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 6 mai 2020, 52 nouveaux cas de Covid-19 sur 497 échantillons prélevés, soit 10,4% de cas positifs, 20 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1516 cas confirmés, dont 721 personnes guéries, 18 décès et 777 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 6 mai 2020 est de 11 945. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19
n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. J'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Nous constatons une baisse de la fréquentation des structures de santé allant jusqu'à plus de 50%. Cette baisse de fréquentation est particulièrement marquée dans la ville d'Abidjan et concerne tous les services, surtout ceux de la vaccination et des consultations prénatales. Le Centre national de transfusion sanguine connaît également une baisse de plus de 70% du nombre de prélèvements. Nous invitons la population à aller donner son sang pour sauver des vies, notamment des femmes enceintes et des enfants. En effet, j'informe la population que les services de santé sont ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services, quel que soit le niveau de la pyramide. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Sur le continent, à Abuja, les Nigérians qui ne respectent pas les mesures de sécurité mises en place pour endiguer la pandémie de coronavirus sont arrêtés par une unité spéciale Covid-19 et poursuivis devant un tribunal mobile. Le pays le plus peuplé d'Afrique compte 3145 cas positifs de Covid-19 et 103 décès. Avec l'isolement renforcé par la pandémie de coronavirus, l'intérêt pour les chatbots ou agents conversationnels en français n'a cessé de croître. L'application mobile Replica, créée par une start-up californienne, propose une présence amicale, voire romantique, à ceux qui en manquent grâce à l'intelligence artificielle. On termine au Malawi. Le chef du parti principal d'opposition du Malawi, Lazarus Chakwera, dépose sa candidature à l'élection présidentielle qui doit se rejouer le 2 juillet, malgré la pandémie de coronavirus. Saisie par l'opposition, la Cour constitutionnelle a annulé en février 2020 la victoire du chef de l'État sortant pour cause de fraude caractérisée et a ordonné une nouvelle élection. Au pouvoir depuis 2014, Peter Mutharika a été réélu en mai 2019, dès le premier tour du scrutin, crédité par la commission électorale locale de 38,5% des suffrages devant Chakwera avec 35,4% des voix. C'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. La suite de Matin Bonheur avec Alix. Bonjour Alix. Bonjour Régis, Paul-Alix Kokola, vous l'aurez constaté depuis maintenant un certain temps. Bonjour à tous et de réveil, c'est sûr qu'à cette heure-là, de milliards d'yeux sont figés sur la RTI 1 pour démarrer avec nous une nouvelle journée en ce 128e jour de l'année et 4e jour de la semaine. Jeudi, donc, nous parlerons aujourd'hui de santé, de phytothérapie. Voilà, cette science-là qui est invoquée, indexée en ces temps de recherche au niveau de la pandémie mondiale qu'est le coronavirus. Nous allons y revenir dans quelques instants avec un expert rompu en la matière dans la recherche. Mais pour l'heure, quand une chaise ou un autre meuble nous permet de maintenir la forme, Matin Bonheur vous invite tout simplement à exécuter l'illustration ici présentée par le coach Diabati. Bonjour, bonjour, je suis à la maison, coach Diabati pour vous servir. Nous sommes toujours dans le mois de la fête du travail. Ce mois est consacré aux travailleurs. Nous souhaitons toujours bon mois de travail à tous les travailleurs. Sur ce, nous aurons une séance de renforcement musculaire avec chaise. Okay? C'est-à-dire, c'est comme d'habitude, renforcer avec la chaise, c'est-à-dire assis, renforcer
et faire quelques exercices de fessiers avec la chaise. On va marcher sur place là, bouger les pieds avec les mains. C'est l'échauffement, hein? OK. On va se mouvoir, s'échauffer pour apprêter les muscles aux différents exercices qui vont suivre. OK. Et marche là. OK. Marche. Continue de marcher. OK là. Bouge. OK. Bouge là. Sois bien, pose bien les jambes devant. Voilà. Sois bien la jambe, pose bien le pied devant là. OK. OK là. Les mains vont partir des genoux. OK. Et venir rejoindre les épaules. OK. 2, 3, 4 et go. Renforcement musculaire ici. Tout le monde peut le réaliser cet exercice-là. Mais cette séance est dédiée à nos papas du 3e âge. On continue. Il faut bien contracter les muscles. OK. Coller bien le biceps. OK. Au niveau des obliques. Et regardez droit devant en travaillant toujours en inspirant, soufflant. OK. Continue de bouger. On est fatigué, on pose et on reprend. Pause. Renforcement musculaire. Là, on renforce les deltoïdes. OK. OK. Pause. Récupère. Là, on va se lever. OK. Et squat. OK. Lève-toi. Doucement. Le buste reste droit. OK. Reste droit. OK. Et pose les fesses doucement. Et pose, récupère. Marche. On va aller avec battement. OK? Là. Allez, main en seconde. Battement. Continue. Continue. Change. Attends. Et pause. Mouvement très simple. Hein? OK. Croise, allez. Top, c'est parti. Avant, avant, avant. OK. Continue. Et change. Continue. Avec bien sûr le sourire. Attends les deux. Attends. Et pause. Le sport, c'est difficile, mais c'est vital. Pragmatisme qui s'illustre ici dans cette capsule qui vous a été diffusée et bien sûr qui dénote de la démarche de Matin Bonheur avec l'efficacité qui va avec. Chaque jour comme ça, nous vous apportons 5 minutes de dose sportive pour vous maintenir en forme et poursuivre la suite du programme en notre compagnie. La suite du programme qui se décline également par cette information. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à la journée mondiale des orphelins victimes du sida, initiée bien sûr par l'ONU. Il faut savoir
savoir que chaque année, c'est près de 3,6 millions d'enfants dans le monde qui deviennent orphelins pour cause de sida. Et à l'occasion de cette journée mondiale là, qui est célébrée tous les 7 mai, la Vision du Monde rappelle qu'aujourd'hui, nous en sommes malheureusement au chiffre de 13,2 millions de jeunes orphelins du sida et 95% d'entre eux vivent sous notre continent, sous peine que ces enfants orphelins du sida. C'est une double peine pour eux car n'ayant vraiment pas choisi, ils sont stigmatisés encore dans une profonde misère matérielle et morale. Ceux-ci vivent. Il faudrait pouvoir se pencher sur leur cas, même si le Covid a détourné un peu les attentions des autres pandémies et d'autres pathologies. Il y a encore des maladies qui existent et persistent. Il faut lutter de manière généralisée. Alors, nous, on va continuer notre programme tout de suite et maintenant en recevant avec grand plaisir Monsieur Renaud Cobia. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Ça fait plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. Certaines activités sont des vecteurs potentiels de propagation du coronavirus. Bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Effectivement, c'est ce que nous dit l'Inter qui a réalisé une enquête express sur ces métiers qui favorisent la contamination au Covid-19. Au nombre de ces activités, le confrère cite notamment les barbiers, les coiffeurs ou encore les coupeurs d'ongles ambulants qui, selon lui, s'en foutent des mesures barrières. Ah, ça, c'est pas bien. Lutte toujours contre le coronavirus, le Conseil des ministres fait le point des activités. Tout à fait, le gouvernement a dressé le bilan au 30 avril du plan de riposte contre la pandémie. Il en ressort notamment qu'aucun nouveau cas de la maladie n'a été signalé à l'intérieur du pays depuis le 21 avril et qu'un appui supplémentaire va être accordé aux entreprises. Retrouvez le compte-rendu complet du Conseil des ministres d'hier dans Fraternité Matin de ce jour. Alors, l'Expression s'intéresse également à une autre annonce du Conseil des ministres d'hier. Cette annonce, la voici. La Côte d'Ivoire réalise un des meilleurs taux de guérison. Ce taux, qui est de 45% au dire du ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, est supérieur à la moyenne du continent africain. À noter qu'au dernier bilan établi hier par les autorités sanitaires, la Côte d'Ivoire a enregistré 52 nouveaux cas de contamination, 18 décès et 721 guérisons. Et c'est sûr que cette affaire devrait être placardée aux unes de tous les journaux. Atteinte à la liberté de la presse, un journaliste de l'Intelligent d'Abidjan séquestré et violenté à la Maca hier. Oui, et selon les faits relatés par le confrère, ce journaliste a été victime d'intimidation pour empêcher les révélations sur un réseau mafieux qui fait la pluie et le beau temps à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan depuis quelque temps. Ce réseau, au dire du confrère, serait dirigé par le chef des gardiens de la MACA. Plus de précisions dans l'Intelligent d'Abidjan. Affaire à suivre. Révision de la liste ou des listes électorales. La CEI établit un calendrier. Effectivement, la commission électorale indépendante propose la période du 10 au 24 juin 2020 pour cette opération. L'organe en charge des élections a fait cette proposition à l'issue d'une rencontre avec l'ensemble des partis politiques. Rencontre organisée récemment par le Programme des Nations Unies pour le développement selon le Patriote. Et qui parle bien sûr de liste électorale en ligne de mire, la présidentielle de 2020 et toutes les forces du RHDP font bloc autour du candidat du parti. C'est ce qu'indique le quotidien Le Matin avec cette une. Ouattara bétonne tout autour de Gon. Selon le confrère, le chef de l'État en sa qualité de président du RHDP a pris son bâton de pèlerin pour fédérer toutes les énergies du parti au pouvoir autour de la candidature du Premier ministre. Et le Matin indique à ce sujet que le vice-président Daniel Kablan Duncan et Amadou Gon Koulibaly unissent leurs forces. Violence conjugale, le professeur Bakayoko Liramata n'est pas du tout contente. Tout à fait. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant condamne la récurrence des violences conjugales en cette période de crise. Dans un communiqué émis par ses services, Madame la ministre est insurgée contre la résurgence des violences faites aux femmes dans cette période de crise. Toujours dans cette note publiée par Soir Info, elle a mis en garde les auteurs de ces actes et a indiqué que toute personne qui exercera de telles violences à l'égard des femmes subira la rigueur de la loi. Et Go Magazine de cette semaine s'intéresse au même sujet. Effectivement, le magazine de la femme qui bouge consacre un article à ce sujet qui malheureusement fait l'actualité en cette période de crise sanitaire. Et pour nous aider à mieux comprendre ces situations difficiles vécues par de nombreuses femmes, l'hebdomadaire féminin a ouvert ses colonnes à une psychopédagogue. Très important, il faut en tout cas maintenir la lutte contre ces violences de tout genre. Merci à vous Renaud. Merci Alix. On se voit avec plaisir lundi. Oui, mais moi je suis encore là demain. Oui, bon avec week-end. Marcella. Merci, bon week-end à vous.
Alors, on passe à la suite de ce programme qui s'intéresse maintenant à notre thématique santé. Vous savez que depuis maintenant plusieurs mois, le Covid-19 a assiégé bon nombre de pays dans le monde et cette situation délétère nous fait réfléchir au niveau universel à une solution efficace. Malheureusement, chaque pays et tout le monde entier peine à trouver un protocole adéquat et surtout consensuel pour résolver le problème et éradiquer définitivement la maladie. Dans cette situation, dans cette atmosphère, la phytothérapie s'illustre comme une option très sérieuse à examiner, comme c'est le cas sous d'autres cieux. Vous voyez, vous suivez mon regard au niveau de l'Afrique avec Madagascar qui a décidé de mener des recherches et trouver un médicament qu'il utilise. On verra si cette utilisation-là est conforme bien sûr aux normes internationales. Pour débattre du sujet et savoir à quel niveau notre pays se trouve, nous avons invité pour vous le docteur Kouadio Nguessan Jules. Il est botaniste, phytothérapeute, enseignant-chercheur. Ça nous intéresse. À l'UFR des sciences naturelles de l'université Nangu-Abrogwa. Avec lui, on aura bien sûr toutes les réponses et c'est sûr qu'on va lui poser plusieurs questions juste après le jingle. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau ce matin pour ce questionnaire qui nous intéresse au plus haut point. C'est sûr que vous avez déjà vu sur la toile cette raillerie qui est teintée d'une impatience de retrouver le médicament, comme quoi les chercheurs devraient nous trouver quelque chose impérativement. Quel est votre commentaire? Merci. Je pense que en toute situation, la recherche est faite pour trouver une solution. Et donc, le cas de Covid-19 n'échappe pas à cette logique. Et donc, les chercheurs à travers le monde, comme en Côte d'Ivoire, nous y travaillons. Très bien, et on espère trouver rapidement des solutions. À déjà rester dans notre giron qui est la phytothérapie aujourd'hui, savoir ce que c'est que cette science. Ok, la phytothérapie, c'est l'utilisation à visée thérapeutique des plantes, c'est-à-dire utiliser les plantes pour fabriquer des médicaments. Si nous définissons le médicament en tant que substance qui est administrée à une personne dans le but de soigner une maladie, de prévenir une maladie ou détecter une maladie. Très bien. Alors, nous sommes en situation de crise, au risque de se répéter. Le coronavirus est omniprésent actuellement dans le monde. Et en tant que phytothérapeute, quelle est la contribution que vous pensez apporter dans la lutte contre la pandémie? Et surtout s'il y a des travaux qui ont déjà commencé. Ok. Je demande à la population de ne pas s'alarmer, de rester sereine et que tout simplement de faire confiance aux autorités sanitaires. Et donc je dirais que la présence du Covid-19 en Côte d'Ivoire ne signifie pas que la mort se tient en sentinelle devant la porte de chaque Ivoirien. Et donc, je demande à la population de garder son calme. D'accord. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, qui est de savoir, moi, en tant que phytothérapeute, quelle serait ma contribution dans la lutte contre le Covid-19, je reformule la question pour dire plutôt quelle est la contribution de la phytothérapie. Parce qu'il ne s'agit pas de moi en tant qu'individu. Quoique j'allais revenir demander votre action au niveau collectif. Okay. Mais parlons de la phytothérapie d'abord. Voilà, donc la phytothérapie en tant que discipline, je dis que la phytothérapie peut apporter beaucoup dans cette lutte. Et je suis très optimiste pour dire que la phytothérapie peut aider l'humanité à venir à bout du Covid-19. Parce que la phytothérapie, ou encore si on veut dire les plantes médicinales, constituent un réservoir important et incontournable, encore inépuisable, de molécules et de remèdes qui a toujours venu au secours du monde de la santé. Et donc si on prend l'histoire, la plupart des molécules qui ont révolutionné le domaine de la santé à travers le monde sont d'origine végétale. On peut citer la pénicilline, qui est issue d'un champignon microscopique, le Penicillium.
la quinine qui est extraite du cinchona. Il y a la théméter aujourd'hui prescrit contre le paludisme, qui est isolé de l'Artemisia annua. Et puis la morphine, ce puissant antidouleur qui est extrait du Papaver somniferum, qui est le pavot. Et donc, à voir tout ça, on peut dire que la phytothérapie pourra faire assez. D'accord. Vous nous avez ouvert les portes de cette grande liste non exhaustive, même de plantes sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Alors, de toutes ces plantes et de toutes celles encore qui existent, quelles sont les recettes issues de la phytothérapie dont vous disposez actuellement qui aident à booster l'immunité d'abord pour pouvoir lutter efficacement après contre le coronavirus? OK. Donc, à cette question, je dirais que en Côte d'Ivoire, il y a des recherches qui ont été faites. Et puis, nous sommes des phytothérapeutes, donc praticiens aussi. Et donc, nous avons l'habitude d'utiliser les plantes en Côte d'Ivoire pour soigner. Or, en absence d'un traitement spécifique, comme se trouve aujourd'hui le cas du Covid-19, on s'attaque aux symptômes. Or, à voir le Covid-19, certains symptômes ressemblent beaucoup à d'autres pathologies que nous connaissons sous nos cieux, à savoir le paludisme et puis la grippe. Et donc, je dirais, si symptômes Covid-19 égale à symptômes paludisme plus symptômes grippe, et que nous avons des plantes qui nous permettent de soigner aisément le paludisme et la grippe, alors nous avons la certitude et nous sommes confiants pour dire que les plantes, il en existe. Donc, dans cette recherche de solutions, on doit avoir un travail de synergie, c'est-à-dire mettre à contribution tous les acteurs qui interviennent dans la vie du médicament. D'accord. Alors, de cet état des faits, vous avez disséqué, on va dire, les différentes maladies qu'on retrouverait en une seule, qui est le coronavirus, grippe et paludisme. L'équation donnerait quoi et pourquoi on n'a pas encore le résultat? Bon, vous savez, le processus de mise au point d'un médicament, ça respecte des normes. Voilà. Et donc, le Covid-19 étant une nouvelle maladie, il est difficile, dans un temps record, de dire voilà un médicament que nous avons. Parce que même si on estime qu'il y a quelque chose, il faudrait qu'on arrive à respecter les différentes étapes telles que recommandées par l'OMS. Justement, c'est quoi ces étapes-là? Parce que vous avez parlé de médicaments ou de plantes existantes pour guérir la grippe, d'une part, et guérir le paludisme, d'autre part. Quand vous nous dites que c'est le mélange des deux qui crée le coronavirus, donc où se trouve le problème et quelles sont les normes que vous n'arrivez pas à respecter actuellement? Bon, il faut dire que pour la mise au point d'un médicament, il faut d'abord des tests précliniques. Donc les tests précliniques qui vont engager les pharmacologues, ça veut dire que nous, en tant que phytothérapeutes, nous connaissons les plantes. On sait qu'on utilise cette plante pour soigner tant, On a une base de données des plantes. Les pharmacologues vont prendre et évaluer l'activité biologique de ces plantes sur des animaux ou in vitro, c'est-à-dire en dehors d'un organisme. Bien sûr. Voilà. Et quand cette étape est dépassée ou est assurée, on va passer à une phase clinique. Et la phase clinique, c'est d'essayer le médicament sur des êtres humains. Donc, entre cette étape et l'étape des pharmacologues, qui est le point de départ, il va y avoir un autre groupe qui va intervenir au milieu, c'est-à-dire les toxicologues. Parce qu'il ne faut pas soigner un mal pour en créer d'autres. Donc, les toxicologues vont évaluer l'innocuité du produit.
est-ce que ce produit-là, en l'utilisant, ne pourra pas provoquer autre maladie? Et quand c'est assuré, on passe à l'étape clinique, aux essais cliniques. Ça veut dire qu'on va essayer ça sur des malades. Et puis, en fonction du nombre, après ça, on va voir ce qu'on appelle la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, ça c'est un truc qui prend assez de temps. Ça veut dire qu'on va utiliser le médicament sur un certain temps, sur des malades. Et entre-temps, on va évaluer est-ce que, en utilisant sur l'homme, parce qu'on peut essayer sur peut-être une souris, sur un rat ou sur un lapin, et puis ça peut ne pas avoir d'effet nuisible. Mais ça ne veut pas dire que sur l'homme, ça peut ne pas être la même chose. Et donc, voici à pareille situation, la pharmacovigilance qui va se faire sur des années, c'est-à-dire on prescrit le médicament, on prescrit le médicament, mais on fait une étude sur les personnes qui ont bénéficié de ce médicament pour voir est-ce que à long terme, ça ne provoque pas d'autres maladies. Mais la pharmacovigilance, c'est que le médicament est déjà en circulation. Voilà, ça ne veut pas dire que tout ça l'a fini d'abord avant de prescrire le médicament. Bon, on va y revenir, ça c'est sûr. Alors, docteur Kwame, là vous venez de nous faire l'exposé de la démarche pédagogique pour pouvoir atteindre le but qui est de trouver un médicament en balisant bien sûr tous les contours. Mais dans le cas spécifique du Covid-19, on a une donnée qui est très importante, à savoir le temps. Quelle sera votre contribution pour qu'on puisse réduire ce temps de latence-là à des années, parce qu'on ne pourra pas survivre à ça. On y reviendra dans quelques instants après la publicité. Bonjour, je m'appelle Daniel Créa, je suis styliste, modéliste, artiste, chanteuse. Je viens par ma voix vous exhorter d'arrêter de fumer, parce que si vous fumez, vous êtes exposé plus à la maladie. Lavez-vous les mains, évitez les accolades, suivez les instructions de la santé, arrêtez franchement de fumer. Merci. La cigarette donne le cancer, elle nous tue à petit feu. Voilà, de retour après ce bref moment de publicité sur Matin Bonheur, où nous parlons de phytothérapie et de sa contribution dans la recherche quant à un médicament efficace au Covid-19, en compagnie du docteur Kwaku Nguessan Jules, qui est botaniste et phytothérapeute, enseignant-chercheur. Nous en étions à l'étape pédagogique de la recherche pour avoir un médicament. Maintenant, ma question qui suivra, c'est de savoir à quelle étape précisément nous en sommes ici en Côte d'Ivoire. Bon, l'étape à laquelle nous sommes précisément en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'on n'a pas eu un comité scientifique qui regroupe toutes ces compétences déjà mises en place pour travailler. Donc chacun travaille à son niveau. Chacun fait son petit métier, comme on le dit. Est-ce que c'est efficace? Oui, c'est efficace. Mais ça donnait quoi? Actuellement, dans le plan de riposte de l'État de Côte d'Ivoire contre le Covid-19, on ne peut pas essayer de médicaments puisque seules les structures désignées par l'État sont chargées de faire la prise en charge des personnes dépistées positives. C'est-à-dire que c'est un frein pour vous? Bon, pas un frein, mais nous, en tant que chercheurs, nous faisons la recherche, on a les résultats. Il revient aux décideurs d'exploiter les résultats de la recherche. Vous avez des résultats? Oui, à l'heure actuelle, nous parlons, vous avez un résultat, vous avez des conclusions sur une recherche probante par rapport au coronavirus? Oui, nous sommes très avancés. Nous sommes très avancés. J'aime la subtilité du langage très avancé. Alors, il faut qu'on trouve un médicament rapidement. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Au niveau de l'Afrique, notamment au niveau de Madagascar, il y a le Covid Organisme qui est déjà sur le marché et déjà dans le pays. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser ce médicament-là ou notre médicament que nous, on a trouvé ici, qui est très avancé, vous nous disiez?
Bon, au niveau de Madagascar, il faut dire que l'Institut de recherche, ou disons l'Institut malgache de recherche appliquée, n'est pas à son premier médicament. C'est un laboratoire ou disons un institut de recherche qui a plus d'une 50aine de médicaments à son actif. Donc quand même, c'est une structure de référence en matière de recherche de médicaments. Et donc, je me dis qu'en pareille situation, ce sont des chercheurs quand même bien respectés, qui ont mené des études, ils ont eu un résultat. Il revient, en tout cas, à l'Afrique tout entière, de soutenir, en tout cas, l'effort de nos chercheurs pour qu'on puisse vulgariser. Voilà, parce que cet institut de recherche, quand même, a déjà fait ses preuves. Ils ont déjà des médicaments qui sont reconnus et vendus à travers le monde. Et puis, la plante... L'artémisia? L'artémisia, c'est une plante déjà qui est prescrite contre le palu, qui est en pharmacie, à travers la molécule l'artéméter. Ça veut dire qu'il y a quand même un bon nombre d'études qui ont été déjà faites dessus. Et cette même plante a valu le prix Nobel de la science à une chercheuse chinoise. Et donc, tout est balisé pour que ça soit vulgarisé. D'accord. De cet état de fait et de ce que vous nous dites et de toutes les éloges que vous faites de cet institut-là, est-ce qu'il y a des échanges entre vous, chercheurs de ces différents pays, notamment de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse, et de Madagascar qui brandit un médicament? Bon, à ma connaissance, le laboratoire auquel j'appartiens, c'est-à-dire le laboratoire de botanique et de valorisation des ressources naturelles et la biodiversité de l'université Nangui à Brogoua, nous n'avons pas vraiment un contact direct avec l'Institut malgache de recherche appliquée. Voilà. Mais je pense qu'avec ce qui vient d'être fait, je pense que les autorités universitaires vont prendre des dispositions pour qu'on puisse vraiment bénéficier de leur savoir. Et peut-être s'intéresser aussi à une recherche plus accrue au niveau national avec votre contribution. Est-ce que de votre position aujourd'hui, vous avez déjà eu accès au virus du Covid-19, soit en in vitro, hein, vous nous avez donné cette option-là pour poser vraiment l'efficacité de vos recherches? Bon, il faut dire que, comme je l'ai dit précédemment, dans le plan de riposte du Covid-19, tel que établi par l'État de Côte d'Ivoire, et vu le caractère hautement contagieux du Covid-19, jusque-là, nous n'avons pas encore accès au virus. Donc les recherches sont basées sur quoi? Parce que vous recherchez un médicament pour soigner une pathologie à laquelle vous n'avez pas accès. Non, je veux dire, les recherches sont basées sur, les symptômes de la maladie qu'on connaît. Et puis, il suffit de connaître la physiopathologie d'une maladie. On peut facilement mettre un protocole en place contre le mal. Et dans le cas propre du coronavirus, ces études ont déjà été menées? Oui, on n'avait pas à notre niveau, mais on s'appuie sur déjà les résultats des autres recherches, puisque c'est ça aussi la recherche. On commence là où les autres se sont arrêtés. Et on s'appuie sur les résultats déjà existants, et puis on évalue, on évolue. Voilà. Alors, pour une synergie d'action efficace, quelles seraient vos propositions? Parce que là, vous nous avez parlé d'actions dispatchées et disparates de chaque entité. Aujourd'hui, il ne serait pas utile et bienséant de se mettre ensemble, vous les phytothérapeutes, praticiens et des personnes, les scientifiques dites de la médecine classique? Oui, c'est pour ça que j'ai dit que la recherche de solutions implique un travail de synergie. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour cette structuration? Il faut créer un comité scientifique national regroupant tous les acteurs qui interviennent dans la vie du médicament. À qui incombe cette responsabilité de le faire? C'est à l'État, les décideurs. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on a lancé une annonce pour pouvoir
organiser tout ce beau monde-là pour trouver rapidement une solution. Le temps pour nous de poursuivre encore sur vos recherches parce que ça nous intéresse. Il faut vraiment qu'on trouve quelque chose. Monsieur Emmanuel Bonzo est parti à votre rencontre pour avoir vos positions sur le cas de la recherche d'un médicament efficace par nos phytothérapeutes en Côte d'Ivoire. Depuis toujours en Afrique, c'est avec les plantes que nos ancêtres se soignaient. Nous avons grandi dans ça et ça n'a jamais eu d'effet vraiment notoire. Et donc aujourd'hui, cette maladie qui se présente, et nous apercevons que réellement, le monde entier n'a pas de solution vraiment véritable à ça. Il n'y a pas de vaccin. Et donc, je demande vraiment à nos autorités, à nos dirigeants africains, de vraiment soutenir ceux qui font des recherches dans ce sens-là, de pouvoir nous aider à pouvoir nous soigner. Vraiment, non seulement ça a moins de coûts et c'est efficace et ça n'a pas d'effet secondaire. Ouais, je pense bien sûr que la phytothérapie est indispensable pour l'Afrique parce que nos grands-parents avant utilisaient des médicaments pour se soigner. Donc c'est normal que nous, en tant qu'Africains, nous pensions à utiliser nos plantes médicinales pour se soigner, pour lutter contre le Covid-19. Nous, en Afrique, on a tellement de plantes. Les plantes peuvent bénéficier pour calmer ce mal. On a les plantes comme les djeka qui soignent naturellement les gens. On a les plantes comme les nils, il y a tellement d'arbres, les bambous de Chine et tout ça. Ce sont des plantes qui soulagent. Et parfois même les médicaments, les comprimés que nous prenons ne nous soulagent pas. Mais quand tu prends ces plantes-là, tu es soulagé de toutes les douleurs, de tous les maux. Nous avons fait des preuves avec le cadre beau qui a pu soigner le sida, mais malheureusement, il n'est plus. Alors, nous pouvons associer ces médecins traditionnels-là afin qu'ils travaillent nécessairement pour pouvoir trouver le remède qui nous fatigue tant. Il y a un plébiscite avéré quant à l'utilisation de la phytothérapie dans les traitements des différents maux et dans le cas spécifique du coronavirus qui nous intéresse aujourd'hui. Vous pouvez nous dire quelle est la structuration à faire en l'état actuel? Parce que pour pouvoir trouver un médicament, il faut travailler sur le virus en tant que tel. Là, vous nous dites que le virus se trouvant dans les êtres humains, dont vous n'avez pas accès pour travailler, quelle est la démarche ou l'option qu'on a tout de suite aujourd'hui ou les propositions qu'on pourrait faire? Ok. En fait, en pareille situation, le plus important à l'heure actuelle, l'utilisation des plantes se situe à deux niveaux. Il y a l'aspect curatif, c'est-à-dire qu'on trouvera des gens qui sont déjà malades, qu'il faut traiter. Si cela est difficile par rapport à l'organisation du plan de riposte actuel, ce qui est aujourd'hui facilement exploitable, c'est l'aspect préventif. L'aspect préventif, c'est-à-dire que plusieurs malades sont admis à l'hôpital, puisqu'aujourd'hui le taux de guérison en Côte d'Ivoire tourne autour de 45%. Très exactement. Voilà. Et donc, c'est le même protocole thérapeutique qui est adopté pour tous les patients du Covid-19. Mais X rentre à l'hôpital avec Y, et peut-être 3 jours après, X sort, alors que Y peut taper peut-être 1 semaine, 2 semaines. Oui. Donc, c'est le système immunitaire qui rentre en jeu. Elle dit que la possibilité de résister ou de s'en sortir dépendra de la performance de notre état physiologique au moment de notre contamination. Et donc, si, pour le cas curatif, nous n'avons pas encore de possibilité, mais je dis que ça existe parce que les plantes ont déjà été étudiées. On connaît, il y a des plantes à activité antivirale, antibactérienne. En tout cas, tous ces aspects ont déjà été étudiés. Il suffit de faire la décoction ou bien la préparation et puis OK. Donc, pour le cas préventif, il nous revient de trouver des plantes que nous disposons d'ailleurs déjà, qui sont très riches en antioxydants et qui vont permettre à chacun d'entretenir son système immunitaire afin d'amplifier la réponse immunitaire s'il est contaminé. D'accord. Et ça, les plantes sont là, au moins
Pour ça, on n'a pas à manipuler ni un malade, ni le virus lui-même. Et donc ça, on peut aisément mettre ça à la disposition déjà de la population. D'accord. Donc, de ce que vous nous dites ici, c'est qu'il faudrait faire un travail généralisé sur la population. Voilà. Ceux n'ayant pas contracté, heureusement, la maladie, mais ceux ayant contracté aussi la maladie, renforcer leur système immunitaire par d'autres plantes, d'autres décoctions que vous avez déjà sous la main. Oui. Alors, dans le cas précis où nous voulons nous attaquer spécifiquement au coronavirus avec ces porteurs hélas, quel est le levier à sauter pour pouvoir avoir accès aux malades? Parce qu'aux États-Unis, on a vu des docteurs qui ont créé ou institué des protocoles de soins au coronavirus. Il y a eu des volontaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir sur cette piste-là? Bon, c'est ça, j'ai dit que tout dépend des décideurs. Voilà. Si aujourd'hui, les décideurs disent que nous sommes en situation de crise sanitaire, une situation d'urgence. Et donc, par rapport aux travaux qui sont déjà faits, ce sont des travaux scientifiques, oui. Donc il y a des plantes qui ont déjà montré leur activité antivirale, des activités antibactériennes, des plantes très riches en antioxydants, et que ces plantes, la toxicité aussi a déjà été vérifiée, que ces plantes ne sont pas toxiques. Et donc, il suffit d'avoir le cultus des décideurs et puis bon, on peut utiliser. Et là, j'ai invoqué le libre arbitre au niveau du volontariat. Le volontariat suscite que, voilà, on prenne aussi des risques. Un risque qui peut être probant, comme pas. Est-ce que ce n'est pas une option dans notre État? Bon, c'est une option, mais dans la mesure où nous sommes des chercheurs. Et donc, en tant que chercheur, on fait la recherche, on a les résultats. Maintenant, le clinicien, lui, son objectif, c'est de sauver des vies. Ça veut dire que notre protocole de recherche qui va passer plusieurs étapes, lui, il a des malades devant lui. Son objectif immédiat, c'est de sauver des vies. Et donc, ces décisions-là reviennent aux praticiens. Et votre action aussi concourt à sauver ces vies-là de par vos recherches. Oui, mais la recherche nous impose une procédure. Or, le praticien, lui, il est en face du malade. Son objectif premier, voici mon patient qui est en train de mourir. Mais il y a des points d'ancrage de vos différentes actions à mener, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, c'est vrai que là, vous n'aviez pas forcément accès aux malades de Covid-19 pour pouvoir administrer spécifiquement les résultats de vos recherches. Mais en même temps, je reviens sur le cas de la recherche in vitro. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est l'Institut Pasteur qui est chargé de faire les tests de Covid-19. Donc, l'Institut Pasteur a quand même une banque de données de ce virus-là positif sur lesquels peut-être que vous pouvez travailler. Quelle est la démarche que vous faites dans ce sens-là, notamment ? Pour pouvoir avoir le virus en face pour pouvoir travailler sur lui et conclure de certains résultats. Bon, au niveau de l'Institut Pasteur, il y a eu des projets de recherche qui ont été lancés au niveau du PASSERES que nous avons postulé. Et donc, avec ce projet, puisque nous allons travailler en collaboration avec l'Institut Pasteur, qui pourront mettre à notre disposition les souches et puis le matos, parce que... Justement, est-ce que vous avez le matériel nécessaire à l'heure où nous parlons, si vous étiez sollicité ou impliqué davantage dans la recherche de la solution définitive? Est-ce que vous avez le matériel nécessaire, les moyens nécessaires? Bon, en tout cas, au niveau des laboratoires des universités, il faut être vraiment franc. Nous n'avons pas l'équipement pour pouvoir faire ça au niveau de l'université. Donc aujourd'hui, une recherche, c'est en collaboration. Et donc, l'université peut travailler en collaboration avec des structures qui ont l'équipement, comme l'Institut Pasteur. Et puis bon, ça marche. Donc aujourd'hui, si vous, docteur Kouadio, vous trouvez un protocole ou un médicament avéré, il ne serait pas suffisant pour guérir tout le monde? Si. Vous avez quoi comme ressources?
Bon, au niveau, par exemple, des plantes qui sont la au matière niveau des première. plantes, il faut dire que l'université Abobo-Agamé, ainsi que tous les instituts de recherche impliqués dans la valorisation des ressources humaines, les compétences sont là pour produire les plantes, en tout cas en quantité. Ça veut dire que si la plante est identifiée, il existe des spécialistes de reproduction végétale qui peuvent assurer la production. Maintenant, même à Bobo-Agamé, ou disons l'université Nangui-Abrogwa, nous avons des laboratoires de chimie qui peuvent nous permettre d'identifier et isoler la molécule. Et donc, à partir de là, on peut chercher à synthétiser la molécule. Voilà. D'accord. La logistique est là, Oui, les oui. infrastructures aussi. Maintenant, reste à donner les moyens pour pouvoir Voilà. effectivement... À renforcer les capacités au niveau des laboratoires aussi. Exactement. Voilà. Alors, on va revenir au cas du Covid organique, parce que c'est lui un peu la star de l'Afrique depuis ces derniers temps. Vous nous avez donné votre assentiment sur ce médicament-là. Mais au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, on n'a pas tellement de retour définitif, voire consensuel sur ce médicament. De votre position de thérapeute, est-ce qu'il faut soigner le mal, comme ça a été dit à Madagascar? Nous, on va soigner nos malades le temps que vous fassiez vos statistiques. Quel est votre commentaire ou votre manière de penser là-dessus? Bon, en tout cas, à ce niveau, je pense que si nous étions en situation normale, la position n'allait pas être un souci. Ça veut dire qu'il faut passer par les différentes étapes avec une méthodologie claire, mais nous sommes en situation exceptionnelle. Pendant ce temps, on dit, bon, le médicament trouvé au Madagascar pose problème, mais pendant ce temps, on propose quoi? C'est ça qui est le problème. C'est ça, je te dis que entre la recherche et le praticien, il y a un fossé. La recherche nous impose une méthodologie. Le praticien, il a le souci de sauver des vies qui sont devant lui. Et donc, avant de trouver la solution parfaite, moi, personnellement, ce que j'ai dit ne m'engage en tant que phytothérapeute, chercheur et praticien aussi. Voilà. Pour moi, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser et je pense que l'Afrique doit faire bloc autour de ça. Et puis, l'OMS peut envoyer des experts pour accompagner, en fait, ce qui est déjà trouvé. On est en train de chercher quelque chose qu'on n'a même pas encore d'ébauche. Alors que là, on a quelque chose sous la main qui nous permet quand même de soulager les malades. Mais pourquoi ne pas venir accompagner cette équipe et apporter son expertise? Moi, je pense que c'est ce qu'il y a à faire. D'accord. Et toujours dans le cadre de la recherche, c'est vrai qu'il y a un protocole défini dans le traitement du coronavirus, notamment avec la chloroquine. C'est ce qui est appliqué aujourd'hui, voilà, avec d'autres substances peut-être qu'on n'a pas ici forcément. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut mixer ces deux-là pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment plus efficace? Parce que l'autre est autorisé. L'autre, il est efficace. Oui. C'est une grande équation. Oui, c'est une grande équation. Mais bon, il faut savoir que le traitement du Covid-19, en pareille situation, lorsqu'il n'y a pas encore un médicament vraiment spécifique contre une maladie, c'est une véritable prophylaxie qu'on fait. C'est-à-dire que plusieurs médicaments, même quand on utilise la chloroquine, ce n'est pas la chloroquine seule, c'est associé à d'autres choses, telles que l'antibiotique azithromycine. Et tout ça pour dire que ce qui est trouvé au Madagascar, le Covid organique, déjà, on peut l'associer dans les traitements. Pendant qu'on cherche peut-être à vérifier tout le contour et autres, au moins, c'est une ébauche de solution. On peut l'accompagner et puis, on l'utilise. Voilà. Et quel message apporter donc à tous ces afro-pessimistes quant à la recherche et aux trouvailles africaines? Parce qu'aujourd'hui, vous nous demandez tous d'abonder dans le sens du Covid organique, n'est-ce pas? Bon, je dirais que comme c'est quelque chose qui existe déjà,
avant de trouver quelque chose de mieux, on l'utilise. La preuve, il existe des médicaments qui étaient sur le marché qu'aujourd'hui, les gens ont retirés. C'est de là que je parle de la pharmacovigilance. Il y a une jurisprudence déjà en la matière dans des cas de thérapie pour des maladies. Donc, si on touche du bois, ça s'avérait que ça ne marcherait pas, on retirerait tout simplement. Tout simplement. Mais à ce moment-là, la responsabilité de qui serait invoquée en cas on va dire de retour négatif? Bon, en pareille situation, je pense que chaque pays prendrait ses responsabilités. Voilà, puisque l'OMS même préconise et encourage les pays en développement de mener des recherches sur leurs plantes médicinales pour trouver des médicaments, comme on appelle les médicaments traditionnels améliorés, pour répondre aux réalités sanitaires auxquelles ils sont confrontés. D'accord. Et ça, l'OMS l'a bien défini. Dès lors, le cadre est institué, il n'y a plus d'équivoque, il faudrait chacun prendre ses responsabilités et accélérer dans la recherche probante de médicaments pour lutter contre le coronavirus. En tout cas, on va vous suivre de près pour espérer avoir définitivement ce médicament-là et ce sésame-là sous nos cieux, la Côte d'Ivoire. Merci à vous d'être venus. On garde toujours l'espoir quant à la recherche et à la trouvaille d'un médicament pour guérir définitivement le Covid-19 et bouter cette pandémie au niveau mondial. On espère que la recherche de la Côte d'Ivoire sera le sésame pour guérir le monde entier. Merci d'être venu et puis merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec grand plaisir lundi dans le cadre de Matin Bonheur toujours. Achoo!